faisant effectivement la question politique interne nous attache. Deux petits préliminaires. D'une part, effectivement, bah, c'est ma deuxième intervention et je remercie l'association. Mais d'abord, je ne me sens pas invité, mais membre de club. Donc, effectivement, nous formons un club, une société à laquelle j'aurais aimé vouloir être présent plus à l'automne, mais j'avais d'autres. Enfin, à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui tombe. Et donc, ça, je le regrette. L'autre élément, c'est que vraiment la réflexion que je vais vous proposer est vraiment préliminaire. Voilà, voilà, la dernière fois sur l'Europe, c'est quelque chose que j'avais plus traité, qui est plus en lien direct avec mes activités. Mais là, voilà, c'est une réflexion très personnelle. Et donc, vous êtes un peu les premiers. Et donc, on est vraiment là pour confronter les perspectives. D'abord en tant que citoyen français confronté donc à cette situation politique dont François a commencé à dresser le tableau. Donc effectivement, mon propos sera très simple et structuré en deux temps. Euh, Finalement, un premier temps qui sera celui du diagnostic et qui pourrait dire très clairement que effectivement la France devrait coïncider. Le constat politique est finalement assez clair, celui d'un blocage qui pourrait appeler une décoïncidence, c'est-à-dire une relance, une manière de réouvrir les possibles et de désobscurcir l'horizon politique. Et donc, effectivement, la question du peut-elle décoïncider sera traitée en second temps avec sous un autre aspect qui est, mais est-ce que la décoïncidence est-elle un concept politique et a-t-elle une implication au champ politique? Donc nous savons, François Julien a publié, je crois, une politique de la décoïncidence, mais finalement, aujourd'hui, on peut quand même se poser la question du caractère opératoire et applicable au champ politique et à la situation politique française. Et donc ce propos aujourd'hui est donc autant une réflexion sur la situation de la France qu'un test, j'ai envie de dire, du caractère opérationnel et politique de la décoïncidence. En effet, la décroissance est une méthode qui, derrière son aspect humble, promet beaucoup, si l'on peut dire, rouvrir des possibles. Voici la promesse. Mais encore une fois, est-ce que cette promesse est valable pour le champ politique en général et pour la France en particulier? Et donc, évidemment, avancer dans cette réflexion appelle un diagnostic du contemporain. Nous nous plaçons donc dans la lignée des interventions sur la situation de la France, qui fut par exemple le titre en 2015 d'un ouvrage d'une intervention de Pierre Manon. Et donc finalement, cette activité d'intervention sur la situation de la France a, je veux dire, de glorieux prédécesseurs. Donc évidemment, on peut penser à Ernest Renan, Réforme intellectuelle et morale, les hospices très cités, pas tant lus de Marc Bloch, et plus récemment aussi Marcel Gauchet, qui avait publié à la fin des années 2010 Un malheur français, dont le titre disait beaucoup du contenu. On peut aussi noter les travaux de Jérôme Fourquet sur l'archipélisation de la société française, qui ont eu un certain écho et qui me semblent relativement pertinents. Donc évidemment, ce travail d'objectivation ou de description de notre situation est toujours difficile. En effet, on peut toujours être critique de partialité ou de caractère partisan, d'autant plus dans la situation actuelle où l'ensemble des commentateurs s'accordent à relever un mouvement de polarisation, de fracturation du champ politique entre des perspectives extrêmement tout simplement opposées et qui peinent même à convenir d'un constat commun sur notre situation politique et démocratique. Donc on fait face d'une certaine manière à une crise de l'espace civique au sens où l'espace partagé, l'espace commun, l'espace du diagnostic commun semble se réduire chaque jour du fait donc encore une fois de cette polarisation, voire radicalisation du champ politique. Et donc le terme auquel nous sommes fait recours, évidemment, c'est crise. Mais là aussi, je pense que c'est quelque chose qui nous rassemble. Je souhaiterais éviter ce terme de crise. Et donc, pour proposer et avancer dans ce diagnostic de notre situation politique, de notre situation nationale, je proposerais une qualification, celle d'une certaine forme d'épuisement des formes de vie. Et donc, en formulant ce diagnostic, j'attire l'attention sur deux choses. D'une part, l'expression forme de vie est volontairement floue. Elle comprend une dimension idéologique, institutionnelle et sociologique. Une forme de vie
donne forme, au sens propre du terme, au mode d'action des individus autour de doctrines et de pratiques collectives. Et donc un parti, un syndicat, une église peuvent être des formes de vie, mais la nation elle-même est une forme de vie. Elle donne forme à des pratiques communes autour de discours. Par ailleurs, plutôt que crise, je peux utiliser le terme d'équipement, qui se veut un peu moins négatif, et surtout ne s'adosse à aucune philosophie de l'histoire. Et donc cet épuisement relève plutôt du registre médical. Il renvoie à un constat d'une forme de processus finissant, de perte d'énergie, dit rien sur le nécessaire transitoire ou cet épuisement, puisqu'à ce manque d'énergie reste ouverte toujours la possibilité d'un rebond possible d'une énergisation de notre situation. Et donc, après voilà, ce propos introductif, bah, dans un premier temps, je voudrais juste dresser mon tableau tout à fait personnel de cet épuisement des formes de vie. D'abord sur le champ strictement politique, et puis après sur le champ plus général, plus sociologique de la situation du collectif, de la nation française. Donc le premier épuisement qu'on peut observer, c'est, me semble-t-il, de manière assez consensuelle, celui des institutions de la Ve République et des partis politiques. Et donc, effectivement, quelque chose qui est largement au-delà de la crise, mais voire même proche de la disparition, ce sont les partis politiques. Et donc, la forme parti politique étant effectivement, à mon sens, mais on pourra en discuter, de disparition. Et ils sont remplacés, puisque la nature, comme on dit, a horreur du vide, ils sont remplacés par des mouvements euh, Renaissance, Reconquête, le Rassemblement national, LFI sont des mouvements qui sont structurés, on peut le dire, autour, pour et par des personnalités politiques. Et donc, on est dans un mouvement de désidéologisation et de reconstitution du paysage politique autour de personnalités qui incarnent et qui ramènent autour d'eux des énergies citoyennes. Et donc, d'un certain point de vue, Macron, certains peuvent lui reprocher en 2007, n'a pas tué les partis politiques, mais il a simplement révélé et mis à jour leur épuisement interne, épuisement qui se témoignait de deux manières. D'une part, la très nette professionnalisation de la composition de ces partis politiques. Il n'y avait plus de militants. Je ne sais pas si qui que ce soit aujourd'hui est membre d'un parti politique dans cette salle. Et donc, dans les années 2010, il est clair qu'il n'y avait plus de militants au sens propre du terme, mais uniquement des aspirants à l'élection et à l'exercice de fonctions électorales. Et d'autre part, ces partis, Parti socialiste, Parti républicain, étaient vraiment divisés. Et donc, Macron a finalement agi comme un révélateur, voire un liquidateur de formes de vie qui étaient largement, non pas défaillantes, mais dévitalisées. Ceci étant dit, ce dépassement, euh, enfin finalement cette disparition des partis, est comme une relative spécificité française dans le paysage européen. Je pense qu'il est quand même intéressant de faire un peu de comparatisme et de sociologie comparée. L'autre pays qui est très avancé dans la disparition des partis, c'est ce laboratoire politique traditionnel qu'est l'Italie, avec la disparition des grands partis, Parti communiste, Parti de la démocratie chrétienne, et remplacement par des mouvements comme Télé ou d'autres. Mais d'autres pays, l'Allemagne, l'Angleterre, malgré là aussi des troubles internes, gardent une structuration par parti qui a quand même l'avantage de structurer le paysage. La contrepartie de cet épuisement des partis, c'est aussi l'épuisement quand même assez patent des institutions de la Ve République, avec, on arrive quand même au bout, à l'accomplissement de cette tendance à la, comme on dit, présidentialisation du régime, à la concentration des pouvoirs, nonobstant ce qu'on observe depuis 2022 et ce que les commentateurs ont qualifié de reparlementarisation du régime, du fait de l'absence d'une majorité absolue au Parlement en soutien du président depuis mai 2022. Je pense, sans revenir sur l'actualité immédiate des 49.3, de la réforme des retraites et la loi sur l'immigration, à mon avis, quand même, le phénomène qui restera, l'événement même, plus que le phénomène, qui restera et qui est le témoin absolu de cet épuisement des institutions, à mon avis, c'est ce mouvement extrêmement marquant, quand même historique, euh, qu'ont dit les jeunes, puisque là, on a vraiment eu une sorte de, faut dire les choses, de révolte, totalement spontanée, totalement non prévue, et qui a pris la forme d'une part d'une contestation directe de la légitimité du président de la République, puisque voilà, les gens, des gens qui venaient à Paris pour crier Macron démission,
Et surtout, ce mouvement était totalement spontané et s'est manifesté hors de tout cadre organisé, que ce soit des partis ou des syndicats. Et donc là, on a eu une sorte de spontanéité réactive, hostile au président, et on s'est retrouvé dans une situation institutionnelle où entre le président et un mouvement désincarné, désinstitutionnalisé comme les Gilets jaunes, il n'y avait rien. Il n'y avait ni parti, ni parlement, ni syndicat qui soit en capacité de faire une médiation ou une expression politique et structurée des revendications. Et donc je pense que là, c'était vraiment le témoin manifeste de l'épuisement des institutions et du système partisan. Alors j'avance dans ce tableau pas forcément très rose, mais j'avance dans ce tableau de l'épuisement et de l'affaiblissement du système politique. Euh, Évidemment, la contrepartie ou la conséquence assez logique de l'épuisement des partis, c'est aussi évidemment l'épuisement des programmes et des doctrines. Puisque l'une des fonctions essentielles des partis, outre la sélection des potentiels candidats et potentiels responsables politiques, c'est de structurer la discussion publique en élaborant des doctrines qui débouchent en des programmes par rapport auxquels les citoyens peuvent se repérer et trancher. Et donc effectivement, il me semble symptomatique que ces dernières années, depuis 5-10 ans, ben, les programmes ont disparu. Finalement, plus personne ne se préoccupe ni d'élaborer des programmes, ni de juger ou de choisir son vote en fonction d'un programme, puisque finalement les élections présidentielles qui deviennent plus que jamais l'élection centrale se situent dans des choix de personnes, des choix d'affiliation politique, plus ou moins à gauche, ou des choix de refus. On veut faire blocage à Marine Le Pen, mais finalement, la discussion programmatique, elle, enfin l'objet même programme, est en voie de disparition. Et donc, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, puisque Emmanuel Macron, bah, qui s'était rendu célèbre à son congrès de lancement en 2016, avec cette phrase «Ceci est notre projet», et finalement, aujourd'hui, 2022, 2023, 2024, l'homme sans projet, l'homme qui est président de la République, mais qui n'a pas de projet, qui n'a plus de projet au-delà des réformes structurelles du système économique. Et donc, évidemment, cette disparition, cet épuisement de la fonction programmatique des partis est symptomatique quand même de quelque chose de beaucoup plus profond. Et je pense que Marcel Gauchet avait proposé un bon terme qui est celui de crise de l'avenir. Et cet épuisement des programmes est le résultat, le symptôme ou la manifestation d'une incapacité globale à formuler une description du futur qui apparaisse à la fois souhaitable, articulée aux évolutions historiques, aux grandes tendances, et donnant lieu à une action précise. Et donc, évidemment, crise de l'avenir au sens crise de la projection dans un avenir qui serait à la fois souhaitable, probable et maîtrisable. Et finalement, l'avenir aujourd'hui apparaît vraiment totalement inversement comme quelque chose d'assez anxiogène, non maîtrisé et sur lequel on ne peut que se protéger. Et l'un des symptômes de cette crise de l'avenir, je pense que encore une fois c'est un bon terme ou c'est un thème que je pense utile de reprendre, c'est la situation de la gauche qui, comme ça a été souvent noté, ne peut plus faire appel au vocable du progrès et encore moins au vocable de la révolution et se trouve dans une logique de résistance. Donc la gauche résiste depuis les grandes grèves de 1995, depuis Bourdieu à la gare Montparnasse. La gauche résiste et même le progrès, et comme avec un certain nombre de termes comme la laïcité ou la République, est un terme qui passe progressivement de gauche vers la droite. Et Macron a fait passer le progrès, si l'on peut dire, de la gauche vers la droite. Et donc, évidemment, ne plus avoir confiance dans l'avenir est l'une des dimensions existentielles de la crise de la gauche, qui ne sait plus, si elle ne peut plus maîtriser l'avenir, sur quoi elle doit se fonder. Alors, encore une fois, la nature a horreur du vide. Et donc, ce qu'on observe, c'est que l'épuisement des doctrines, des programmes, l'épuisement d'une capacité de projection dans l'avenir, a laissé à la place à une, à mon sens, assez malheureuse moralisation de l'espace public, face à l'incapacité de donner de manière crédible une perspective.
on a une sorte, non, même pas de retour, mais de substitution par un discours moral dont la principale manifestation est évidemment l'émergence et la généralisation du discours néo-républicain et donc de l'invocation aujourd'hui récurrente, permanente et assez autoritaire de la référence républicaine. Donc aujourd'hui, le terme le plus abstrait, le plus général, le plus indéterminé, dont il est fait recours avec une fréquence qui ne cesse de m'étonner, c'est celui des valeurs républicaines que, évidemment, personne ne définit et personne ne dit comment ces valeurs républicaines s'articulent avec les libertés publiques qui sont pourtant au cœur du projet républicain. Alors évidemment, ce renouveau du discours néo-républicain s'explique. D'une part, évidemment, comme je l'ai dit, par l'épuisement des formes traditionnelles modernes de mobilisation politique, des grands projets modernes, en particulier de gauche, et aussi, évidemment, à une autre transformation, un autre sujet qui est l'émergence de l'islam et de l'ensemble des débats qui en résultent. Et donc, effectivement, le discours néo-républicain, il a une date de naissance, c'est 1989, le débat sur le port du voile dans les écoles publiques de l'éducation nationale, le débat donc, à Creil, et ensuite tout ce qui s'est les tensions en termes de loi, loi sur l'interdiction des ports religieux à l'école en 2004, loi sur la burqa en 2010. Et donc, le discours républicain, évidemment, n'existe que comme réaction à la gêne, voire à l'inquiétude assez légitime face à l'émergence de l'islam et à ses effets sur l'organisation de la société. Mais évidemment, euh, ce discours néo-républicain a deux taux. D'une part, finalement, euh, il, il- il a des effets pervers au sens où, euh, en cherchant à monopoliser l'universel et en cherchant à transformer la laïcité d'un principe de séparation de l'État et des églises en une sorte de norme sociale qui viserait la confidentialité ou la discrétion des religions, il change le sens des termes et encore une fois, il transforme des libertés publiques garanties par la laïcité en un système de contrôle des mœurs et en particulier de la visibilité des signes musulmans. Donc il a clairement des effets pervers. Et puis même si vous êtes de droite et assez inquiet de la religion musulmane, on peut dire qu'il est totalement inefficace, puisque depuis 30 ans, on ne cesse de parler et d'un vocable républicain, et pourtant, l'islam radical ne cesse de progresser par ailleurs. Donc, encore une fois, cette moralisation et cette réinvocation du vocable républicain n'a pas du tout comblé l'épuisement des partis traditionnels. Et peut-être pour conclure sur cette partie plus institutionnelle, politique et partisane, l'épuisement, mais qui est là largement commun à l'ensemble des démocraties occidentales, c'est quand même, in fine, l'épuisement du gouvernement représentatif. Et donc ça, c'est un enjeu important, puisque la représentation autour du Parlement, des élections parlementaires et d'un Parlement qui soutient ensuite un gouvernement qui le désigne et le gouvernement est ensuite responsable devant le Parlement, c'est la forme particulière du gouvernement des modernes. Donc là, je renvoie aux travaux de Pierre Manant déjà cités ou à ceux de Bernard Manin sur le principe du gouvernement représentatif. En effet, la représentation, c'est le régime mixte des modernes, avec cette synthèse entre la dimension démocratique, le suffrage universel qui permet de choisir l'Assemblée nationale, et la dimension aristocratique. On sélectionne des représentants qui auront tâche de voter la loi et de contrôler l'action du gouvernement. Et donc, malgré la critique, j'ai envie de dire, toujours valide de Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social, le système représentatif demeure une dimension essentielle de la société moderne. Donc aujourd'hui, nous sommes face aussi à l'épuisement de ce système, du fait qu'encore une fois, les partis étaient l'articulation essentielle nécessaire au bon fonctionnement du système représentatif pour que le Parlement soit représentatif. Et d'autre part, le débat a lieu
bien ailleurs que dans le Parlement, du fait des évolutions des modes de communication, des réseaux sociaux, et encore une fois, d'une sorte de débat public continu qui se tient ailleurs qu'au Parlement et qui conduit à un contournement des institutions représentatives. Et donc, ce qu'on voit, c'est quand même qu'il y a des tentatives de décoïncidence en essayant de faire autrement ou différemment que le système représentatif. Et donc, il y a des tentations par le haut. Donc, il y a eu les essais d'Emmanuel Macron de convention citoyenne avec des citoyens tirés au sort. Donc peut-être que l'un d'entre vous est pour débat du climat. Donc, que cette initiative de convention citoyenne, de tirage au sort, a été un épisode peu concluant, puisqu'en fait, ensuite, la majorité parlementaire et le gouvernement n'ont repris à peu près aucune des propositions qui étaient sorties de cette convention citoyenne. Et puis surtout, on voit que en fait, réunir les gens et les informer sur une thématique précise conduit à un biais par rapport à un vote normal. C'est-à-dire que si vous entendez parler pendant une semaine d'écologie, vous aurez envie d'agir sur l'écologie. Mais au moment du vote, vous aurez une considération beaucoup plus large dans laquelle vous prendrez en compte votre pouvoir d'achat, votre sensibilité aux sécurité, voilà, n'importe quel sujet, qui fait que le vote est un acte global, tandis que prendre des citoyens pour les grouper sur un seul sujet en estimant que, étant donné qu'ils sont tirés au sort, ils sont représentatifs et donc ce qu'ils vont dire est une forme de solution et un peu contradictoire avec la nature de la politique qui fait qu'on doit prendre en compte l'ensemble des sujets qui sont tous liés les uns aux autres. Et c'est pour ça que je suis assez circonspect sur cette tentative ou cette expérimentation. Alors, ceci étant dit, il y a une autre demande, et je reviens sur les gilets jaunes, il y a une autre d'implication et de mobilisation démocratique qui n'est toujours pas satisfaite, qui est celle du référendum d'initiative citoyenne, qui est aussi finalement un mode d'action complémentaire ou contradictoire par rapport au système représentatif, puisque là, vous avez une expression électorale et populaire directe voilà, qui ne passe pas par les pays. Et à mon sens, c'est vraiment ce sujet du référendum est vraiment l'un des symptômes évidents du blocage institutionnel de la France, puisque vous savez d'une part que depuis 2005 et le référendum sur l'Europe, les élites et les gouvernements, le président de la République ne font plus appel au référendum, alors que quand même l'esprit de la Constitution, l'esprit de la cinquième faisait que le président élu au suffrage universel avait un mandat populaire large du fait de son élection, mais remettait d'une certaine manière en jeu son mandat et sa légitimité en faisant appel au référendum. Et donc là, il y a un certain déséquilibre dans les de la Ve République. Et surtout, il y a une vraie demande, exprimée encore une fois par les Gilets jaunes, de pouvoir décider des sujets sur lesquels il faudrait voter. Et là, vous ne le savez pas ou vous le savez, mais depuis 2008, il existe dans la Constitution une possibilité de référendum d'initiative partagée, mais qui en réalité n'a jamais été activée, puisqu'il y a une très forte réticence, on va dire, du gouvernement avant et après Macron, à laisser la possibilité à des acteurs non gouvernementaux de déterminer les sujets qui seront soumis au vote. Et donc là, c'est l'un des points de crispation, de tension, sur qui décide des sujets qui sont mis à l'agenda d'un éventuel référendum. Je vais passer beaucoup plus rapidement sur d'autres formes d'épuisement que je constate, euh, mais parce qu'ils nous emmèneraient à couvrir des sujets beaucoup plus larges, mais voilà, qu'il faut quand même que je mentionne parce qu'il me semble voilà, devoir être intégré dans la réflexion. Et quand même l'un des symptômes de cette situation, alors pour le coup, difficile de ne pas utiliser le terme de crise, c'est quand même la situation de la transmission et de l'éducation. Et je pense que c'est un sujet qui aujourd'hui est d'importance pour tout le monde. Euh, et ça, c'est voilà, épuisement d'une forme de vie. Typiquement, voilà, on pourrait dire énormément de choses, mais juste un point par exemple, c'est quand même la disparition des classiques. Voilà, en l'espace d'une génération, le fait d'apprendre le grec et ou le latin et de lire les auteurs grecs ou latins, de quelque chose de quand même relativement répandu, est devenu quelque chose d'extrêmement minoritaire
Et en fait, en réalité, malgré quelques éditoriaux de Noël dans le Figaro, en fait, personne ne s'en soucie. Et donc, en l'espace d'une génération, il y a eu quand même une bascule où cette transmission, j'en héritage, mais finalement, la transmission scolaire et le fait qu'il y ait une relative importance et un intérêt à fréquenter les auteurs antiques est quelque chose qui a totalement disparu. Voilà. Et voilà. Et je ne prends ça pas pour m'en lamenter, mais juste comme un symptôme parmi d'autres de la crise de la transmission éducative qu'on relève aussi évidemment ensuite sur le niveau scolaire et un certain nombre d'indicateurs qui sont aussi évidents. Alors, euh, deux points. euh, il me semble, enfin, on peut aller loin dans le pessimisme. Et donc peut-être qu'il faut mettre une borne au pessimisme pour conclure ce diagnostic. Et donc on peut dire potentiellement la société française est à la fois dans un processus d'anomie, de dissolution, de désinstitutionnalisation, euh, avec peut-être craindre une ère des masses à l'heure des réseaux sociaux, confusion intellectuelle. On peut aussi parler des formes de radicalisation, que ce soit radicalisation politique ou radicalisation religieuse. Et donc tout ça allant vers des phénomènes de fragmentation. Donc, beaucoup de termes compliqués. J'irai pas aussi loin dans le pessimisme et dans le diagnostic, puisqu'il me semble pas si sûr que le lien social ou le lien interpersonnel soit si fragmenté, nonobstant la disparition d'un certain nombre d'institutions, les partis, les syndicats, les églises. Et j'en tiens pour preuve, non pas d'optimisme, mais peut-être quand même de permanence ou de solidité d'un certain lien social. C'est finalement, je suis de ceux qui pensent que finalement, la famille va pas si mal, nonobstant tout ce qu'on en dit. Et c'est peut-être un peu provocateur de dire ça ici, mais d'un certain point de vue, 2013 et le mariage homosexuel était peut-être une confirmation de l'importance de la famille, étant donné que la famille se reconfigure, mais avoir une famille reste un lieu voilà, un vecteur de liens sociaux qui demeure nonobstant sa totale reconfiguration. Alors voilà ce que je voulais, voilà ce que je voulais proposer comme diagnostic, qui est d'une part évidemment partiel et partial. Partiel, puisque voilà, je me suis concentré d'abord sur ce que j'aperçois ou ce que je perçois des tendances de la vie politique, et partial évidemment, puisque c'est ma perspective. Euh, mais vous l'aurez compris, épuisement, on voit quand même qu'il y a un certain nombre d'institutions, que ce soit de la République, de discours, de capacité des partis à structurer le débat public qui sont en voie d'épuisement, voire de dépassement, sans y voir une nécessité historique, encore une fois, mais de perte d'énergie qui me semble patente et qui conduisent à des recherches de substituts, que ce soit le discours néo-républicain ou d'autres formes d'action politique, qui sont des substituts inadéquats et qui ne correspondent pas. Alors du coup, comment, dans ce constat-là, comment décoïncider? Peut-on décoïncider? Comment décoïncider? Et comment rouvrir des possibles? Alors nous le savons, nous cherchons à le pratiquer. Des coïncidences n'est pas un objet du savoir, mais plutôt, encore une fois, une certaine approche, une méthode saurait beaucoup dire. Mais donc la décoïncidence vise à réouvrir des possibles en identifiant des transformations silencieuses plutôt que des crises, que des moments de grande tension. Alors évidemment, c'est là où on peut critiquer, où on peut s'interroger sur le caractère politique ou applicable à la politique de la décoïncidence, étant entendu que la politique est le lieu des grands événements par nature, des tensions, des conflits. Et donc c'est là où le caractère opératoire de la décoïncidence est sujet à question. Alors déjà, pour commencer, les mouvements que j'ai mentionnés, à mon sens, ne sont pas des transformations silencieuses, mais ce sont des transformations volontairement ignorées, différentes. Euh, Déjà, ces transformations, l'épuisement des partis, l'épuisement du système démocratique représentatif, une certaine crise de la transmission, ne sont pas sinon sont même évidentes. Enfin, peut-être que je serais contesté, évidemment, mais elles me semblent assez patentes
dans l'actualité et depuis plusieurs années. Mais ces transformations, finalement, comme on dit en très mauvais franglais, on ne les adresse pas. Elles sont volontairement ignorées, non par malice, même par complotisme, mais par impuissance et dénuement, puisque finalement, nous n'avons aucune idée, soit de solution, ni même de manière dont on pourrait soit remédier à la situation, euh, soit identifier des substituts. Et ça me semble, par exemple, extrêmement patent quand on, encore une fois, quand on considère notre régime représentatif. Qu'est-ce que ce serait qu'un régime parlementaire, gouvernemental, sans parti, c'est-à-dire sans structure un peu pérenne pour choisir les élus et organiser des programmes politiques? Alors, par ailleurs, pour avancer, la politique a quand même, sans chercher une essence de la politique ou une catégorie pure de la politique a quand même fondamentalement quelque chose à voir avec la prise de parole. Donc, ce sont les racines grecques de l'activité démocratique qui ont été bien mises, repris et thématisées par Hannah Arendt. Pour faire de la politique, il faut se présenter pour prendre la parole et exprimer une opinion. Et donc, voilà. Et donc, du coup, question que je me propose de traiter avec vous, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui serait possible de dire sur la situation politique française? euh, Qu'est-ce qui serait possible de dire de manière décoïncidente? Qu'est-ce que serait qu'une parole décoïncidente aujourd'hui sur la situation politique française? Eh bien, il me semble, effectivement, encore une fois, là, c'est bon, préliminaire et je vous fais ça à votre esprit critique, mais tout simplement, le plus décoïncident aujourd'hui dans notre situation politique serait peut-être tout simplement de dire les choses et donc de se livrer à un exercice de parésia, de discours vrai. Et au-delà du diagnostic que je viens de donner, peut-être qu'aujourd'hui, dans des situations politiques, que cette parole de vérité, ou cette parole plus ou moins décoïncidente, plus ou moins libératrice, la première chose à faire serait peut-être de reconnaître nos échecs collectifs. Donc, pas seulement faire un constat, une description plus ou moins sociologique, plus ou moins comparatiste, mais de prendre acte de notre situation par rapport à la trajectoire historique française. Où est-ce que nous en sommes collectivement en tant que citoyens français? Où est-ce que nous en sommes par rapport au projet politique français? Et en quoi nous sommes dans une situation d'impasse, voire d'échec? Et donc, effectivement, peut-être qu'il serait décoïncident serait de reconnaître que collectivement, nous avons raté un certain nombre de choses et qu'un certain nombre de nos espoirs ou de nos espérances politiques ne se sont pas réalisés essentiellement de notre fait. Alors du coup, se dire les choses, se reconnaître nos échecs, évidemment, je ne me mets pas du tout d'un point de vue surplombant qui serait celui des hauts fonctionnaires ou des économistes qui font des rapports. Donc je ne me place pas du tout d'un point de vue d'un sachant qui aurait une doctrine ou une science pour vous expliquer quels sont les problèmes et les réformes à faire au marché du travail. Je me place du point de vue du citoyen membre d'une collectivité historique qui a un certain projet politique et qui se retrouve face à certaines difficultés en ce début de 2024. Et donc, pour faire écho à ma précédente intervention, j'irai rapidement, mais quand même, l'un de nos premiers échecs collectifs, c'est de dire que le projet européen de la France a échoué. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, début 2024, on peut le constater. L'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle a été construite à la suite des traités, puis des réactions aux diverses crises que nous connaissons depuis 2008, l'Europe telle qu'elle est n'est pas l'Europe que les Français auraient souhaité avoir. Voilà, je pense que c'est l'un de nos échecs collectifs, peut-être plus l'échec des élites qui ont poursuivi ce projet malgré son caractère inadéquat éventuellement. En tout cas, l'Europe telle qu'elle est n'est pas l'Europe qu'on avait souhaitée. La France a fait l'Europe pour avoir une Europe puissance, comme on dit, et aujourd'hui, nous avons une Europe globalement impuissante, car trop divisée, comme ça a été montré en décembre avec les blocages autour de la Hongrie et l'Ukraine. Et je ne reviendrai pas sur le sujet européen, mais il est clair que
cet échec européen est au cœur de la crise de confiance entre la population française et les élites françaises, puisque l'un des critères d'appartenance au cercle de la raison gouvernementale et technocratique, c'est d'être pour l'Europe et de toujours se satisfaire du fait que le processus européen avance. Or, le constat évident fait par la plupart des citoyens est que l'Europe n'avance pas, et même que parfois elle a un rebond d'intérêt, comme on constate au sujet du nucléaire et de l'énergie nucléaire civile. Euh, alors, ceci étant dit, tout ça n'est pas pour accabler l'intention, encore une fois. Il y a de très bonnes raisons de faire l'Europe, il y avait de très bonnes raisons de faire l'Europe, et peut-être qu'aujourd'hui, en 2024, il faut encore plus faire l'Europe, en cas de retour dans le contexte des guerres en cours. Le projet européen reste rationnel et raisonnable, mais aujourd'hui, il faut quand même acter que nous n'avons pas réussi à embarquer nos partenaires européens dans la vision française de l'Europe. Voilà. Et ça, globalement, ça ne me semble pas quelque chose qui soit dissible. Il y a des anti-européens, il y a des pro-européens, mais peut-être avant toute chose, faudrait-il objectiver et dire la situation dans laquelle nous sommes. L'autre chose sur laquelle il faut quand même dire quelque chose, c'est notre statut international. Voilà. Et on pourra en discuter, je ne pense pas que ce soit extrêmement intéressant, mais quel est le rang de la France au niveau international? Faut-il agir et surtout parler comme si on était un acteur de rang mondial ou rabattre notre ambition, ou en tout cas l'idée qu'on se fait de notre importance dans le système international? Euh, donc, voilà, ce que je veux dire, c'est peut-être, encore une fois, ce n'est qu'une proposition, une manière de décoïncider serait de dire les choses, encore une fois, pas d'un point de vue sociologique, pas d'un point de vue d'expert, mais d'un point de vue de notre positionnement dans notre trajectoire historique collective. Et donc, outre cette dimension externe, donc ces échecs, il me semble évidemment qu'il y a aussi une forme d'échec du projet politique français, encore une fois, échec dans la réalisation, où nous n'avons pas su mettre en œuvre les orientations que nous nous sommes données. Et donc là, bien évidemment, il faut retourner aux sources du projet politique français, qui est la Révolution française, la Révolution de 1789, sa première impulsion, qui est à la fois une volonté d'établir un nouveau système institutionnel, démocratique, libéral, de créer une société d'individus égaux et libres, et aussi, soit dit en passant, de rétablir la situation des finances publiques et de l'économie française. Et finalement, voilà, début 2024, à l'aune de ces trois intentions ou de ces trois motifs à l'origine du grand événement de la France politique, la Révolution, ben, on peut dire échec, c'est peut-être un peu fort, mais tout est toujours à reprendre. C'est-à-dire, du point de vue institutionnel, nous n'avons toujours pas su trouver le bon équilibre entre démocratie, représentation, libre expression des différents partis qui composent la France et l'efficacité gouvernementale. Et donc on se retrouve toujours entre ce balancier caractéristique du 19e siècle français et des institutions, entre une certaine forme d'autoritarisme ou l'anarchie. Et donc, contrairement quand même à l'essence de pays européens, l'Allemagne ou le Royaume-Uni, nous n'avons toujours pas su trouver le bon barycentre entre l'autorité gouvernementale et la bonne représentation des différents groupes partisans qui composent la société française. Et je pense bah, que là, c'est encore une fois, j'en vois aux Gilets jaunes, à la fois la contestation qui est un double mouvement de contestation de l'autorité et de la légitimité du président, et aussi contestation de la représentation, puisque les Gilets jaunes, en portant ce symbole de la sécurité routière, voulaient manifester le fait qu'ils ne se sentaient pas représentés dans le système politique tel qu'il existe aujourd'hui. Et donc, finalement, nous sommes toujours à la recherche, de manière assez simple, le problème institutionnel est toujours ouvert 240 ans après la Révolution française, toujours finalement autour des mêmes termes du débat. Et l'un des débats qui est toujours ouvert, c'est le rapport au pouvoir judiciaire, aux juges. Donc, vous savez, aujourd'hui, il y a une très forte contestation, donc il faut discuter du pouvoir des juges constitutionnels.
Donc il y a de très forts litiges entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Et en plus, nous avons un pouvoir judiciaire qui est divisé entre trois cours suprêmes. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Conseil constitutionnel, Conseil d'État, Cour de cassation, où ils se tirent la boue entre eux. Donc on voit des sujets institutionnels essentiels posés depuis plusieurs siècles qui n'ont toujours pas été réglés. De même, l'une des intentions de la Révolution, c'était bien, par rapport à une société d'ordre, de créer une société d'individus à la fois libres et égaux, au sens où chacun pourrait manifester ses mérites et ses ambitions. Et là aussi, évidemment, le sujet des inégalités pas tant de patrimoine, à mon sens, mais plutôt de patrimoine ou de revenus, pas tant les inégalités économiques que les inégalités scolaires restent un sujet absolument fondamental, au sens où un certain nombre de citoyens de ce pays ont toujours le sentiment que le verdict scolaire est déterminant et à reconstituer d'une certaine manière une forme de société d'ordre où le diplôme compte plus que les mérites individuels. On pourra aussi y revenir. Et puis finalement, les finances publiques, l'économie française reste plus que jamais aujourd'hui un sujet à traiter ou non résolu. Et donc, voilà, j'avais dit peut-être qu'une manière de réouvrir des possibles serait déjà encore une fois, de dire les choses, mais pas du point de vue de l'expert, pas du point de vue d'une certaine science sociale ou économique, mais du point de vue de notre positionnement dans la trajectoire historique française. Euh, et donc, comme je l'ai dit, j'utilise, et pour conclure, j'utilise ce terme d'épuisement, mais sans l'adosser euh, une quelconque un quelconque déterminisme historique. Et donc, le rebond reste possible. Évidemment, rien n'est assuré, mais le rebond reste possible. L'espérance est permise. Et donc tout ça nous amène à la question de l'action commune ou d'une vecteur, ou quel serait le vecteur aujourd'hui d'une nouvelle mobilisation des énergies, ce qui pour le coup, au seul choix est pertinent, pourrait nous amener aussi à questionner les ressources spirituelles qui pourraient être mobilisées en vue tout simplement d'une nouvelle action commune de la communauté politique française. Et donc, comme je l'ai dit, finalement, cette décoïncidence qui consiste à dire les choses, à faire le constat de nos échecs, pourrait déjà nous amener à décoïncider quand même des deux autorités euh, qui déterminent aujourd'hui très largement de notre, notre situation politique ou tout simplement nos mœurs politiques. Et ces deux autorités, j'en ai beaucoup finalement parlé en filigrane, ces deux modes d'action politique, c'est la révolution, le mode du projet, de l'idéal, de la volonté collective, et l'autre totem qui nous dirige, c'est évidemment l'ombre portée du général de Gaulle, dont on ne sait plus très bien quoi faire. Notons juste que le général de Gaulle est devenu totalement consensuel. Tout le monde est gaulliste dans la vie politique française. Les pro-européens sont gaullistes, puisqu'ils veulent faire une puissance européenne. Et les deux oppositions de gauche et de droite, plus ou moins radicales, sont elles aussi gaullistes en ce qu'elles veulent défendre la souveraineté nationale. Donc tout le monde est gaulliste. Mais du coup, précisément, l'ombre portée du général a un côté un peu immobilisant. C'est une sorte d'invocation, mais qui n'a plus de sens ou qui n'est plus articulée sur une action effective et possible. Et je dis pas ça au sens où je souhaiterais liquider l'héritage gaullien, la bombe atomique, la diplomatie française ou quoi que ce soit, mais disons ce sont des référents qui ne sont plus articulés à une action, au sens où quand même deux référents, la Révolution et le gaullisme, qui passe par l'expression d'une volonté, volonté collective ou volonté individuelle, qui passe par l'expression d'une volonté qui aujourd'hui fait défaut. Alors encore une fois, où trouver la possibilité, où trouver une énergie spirituelle, une énergie mobilisatrice, euh, sans qu'on réactive les formes passées, qui seraient celles d'un programme, d'un idéal, d'un projet politique qui aujourd'hui nous fait défaut. Là encore, proposition et vraiment finale, j'en arrêterai là, mais peut-être que quelque chose qu'on n'a pas essayé, tout simplement, c'est tout simplement la démocratie.
Parmi la valse des régimes depuis 1789 jusqu'à aujourd'hui, évidemment, prédomine le régime républicain, mais qui a chuté en 1940 lourdement, et qui aujourd'hui a pris la forme quand même d'une république dont l'intensité démocratique est relativement moyenne. C'est ce qu'on peut constater. Et donc peut-être qu'un moyen de revivifier serait peut-être tout simplement de faire confiance et de démocratisation du système politique français pourrait être un vecteur, pas de libération, mais de réouverture positive des possibles. Puisque vous savez qu'aujourd'hui, déjà, qu'est-ce que je pourrais dire de très concrètement, qu'est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui démocratiser le système politique? Ben, vous savez qu'il y a une Arlésienne auquel le président a manifesté son soutien, mais bien évidemment, il a pris soin de ne pas le faire, qui est d'instaurer la proportionnelle au scrutin parlementaire, de manière à ce que le Parlement soit ouvert à une pluralité de partis, ce qu'il est déjà par surprise depuis 2022, mais ce qu'il serait de manière beaucoup plus structurelle si jamais on venait à adopter un scrutin proportionnel qui permettrait à la diversité des partis de faire leur chemin jusqu'au Parlement, ce qui conduirait évidemment nécessairement à appliquer une méthode de gouvernement par coalition, comme en Allemagne, ou soit de coalition selon les projets de loi, ce qui arrive aujourd'hui entre le gouvernement et les partis républicains. Donc la proportionnelle est un sujet qui est sur la table depuis 1986. Il y a eu de la proportionnelle au parlementaire législative entre 86 et 88, et régulièrement, ça revient dans les discussions, mais ce serait peut-être quelque chose qui n'est pas de niveau constitutionnel, c'est la loi électorale, mais c'est peut-être quelque chose qui pourrait être envisagé. Et évidemment, j'ai y ai fait mention, peut-être qu'un moyen de démocratiser le système politique serait de rendre plus facile le recours au référendum, soit référendums locaux, soit des référendums nationaux, sur la base d'initiatives, de ce qu'on connaît, des pétitions, qui, si elles rassembleraient suffisamment de citoyens et suffisamment de partis en soutien, pourraient conduire à des votes, qui est quand même la procédure démocratique par excellence, où chacun aurait dans l'isoloir la possibilité de position une question qui lui serait soumise. Et donc, pourquoi ce serait tenter la voie démocratique? Puisque vous le savez que la principale critique vis-à-vis de ces deux propositions, elle émane encore une fois plus ou moins de la technocratie et cette proposition amènerait à l'anarchie. C'est-à-dire que les Français étant tellement divisés, la proportionnelle conduirait à ce que le Parlement soit dominé par des groupes extrémistes de gauche ou de droite, et que si on ouvrait le champ du référendum plus largement, ce serait la foire aux questions radicales et à une forme d'ingouvernementabilité. Et donc, il faut bien voir qu'aujourd'hui, dans notre système politique, il y a une part conséquente du sujet qui est la peur que la France devienne totalement ingouvernable. Et donc, peut-être, et j'en serai là, peut-être qu'une voie de décoïncidence, de rouvrir des possibles, serait, pour la première fois depuis longtemps, de faire confiance à une forme de démocratie en s'engageant dans certaines réformes à cibler qui permettraient d'ouvrir le champ des possibles avec effectivement au risque de la radicalité, que des partis radicaux s'approchent du pouvoir, ou du risque de l'anarchie avec l'incapacité à dégager des majorités. C'est l'heure du réveil. Il est 19 heures. Vous vous réveillez. Et bien, surtout, j'en aurais fini là. Et je vous remercie pour votre attention. Et voilà, toutes les critiques les plus dures sont autorisées à la suite de cette intervention. Je vous remercie. D'habitude, si vous voulez parler, il faut vous approcher. Votre nom. Je suis prêt, Oui. Parlez fort. Oui, non, je suis très content que vous soyez intervenu parce que l'association doit s'ouvrir à ce genre d'élection. Et donc prendre position les uns les autres, avec une vision partielle, bref. Je crois que c'est très simple que nous puissions avoir ce type de séance. Mais j'ai deux réserves. La première,
c'est que je ne suis pas sûr que ce que vous avez évoqué comme des coïncidences soit des coïncidences. Et la seconde, c'est que je voudrais faire entendre autre chose que l'axe des privilégiés, qui est manant, enfin bon, cette option idéologique que je reconnais tout à fait comme étant intéressante, mais il me semble que la décoïncidence devrait se penser un peu à l'écart de cela. Alors, si je reprends quelques points, d'abord, je suis d'accord avec vous, l'épuisement, mais c'est pas vraiment un épuisement des programmes, je crois. Je pense qu'il y a un mouvement de fond qui est l'épuisement de l'idéalité. Je crois que c'est ça qui caractérise notre contemporain, si vous voulez. C'est que ce qui a porté, pas là, mais le politique depuis les Grecs, c'est de tracer le plan de la société idéale. On ne peut plus le faire. Mais c'est le monde entier qui ne peut plus le faire, c'est pas seulement la France. C'est qu'aujourd'hui, dans le contexte de la mondialisation, et dans donc l'interconnexion, l'interdépendance, le régime du numérique, etc., ce qui me paraît avoir profondément changé, c'est qu'on ne peut plus tracer le plan d'une polithéia. Il n'y a plus cette possibilité. Or, depuis les Grecs, c'est comme ça qu'on pense le politique, modéliser la cité. Donc, il me semble qu'il y a un problème de fond dont l'aspect programmatique n'est que la conséquence, ou la traduction ciblée au niveau de la politique. Il me semble qu'il y a ce problème du politique qui est essentiel aujourd'hui et qui concerne alors le monde entier et pas seulement la société française. Alors, vous dites qu'on ne fait rien pour le latin et le grec. Ça, c'est une remarque ça, entre parenthèses. Mais je peux vous dire que je suis intervenu plusieurs fois dans les associations de défense du latin et du grec, notamment H4, parce que je crois que la messe est qu'il y a une certaine nécessité que l'enseignement du latin et du grec doit, mais oui, doit, disons, s'épuiser. Parce que l'idéologie qu'il a portée, cette formation latin-grec, c'était l'idéologie du lycée bourgeois. Et donc la justification n'était pas la telle pour le latin et le grec, c'était en fait un mode d'éducation. Et je suis sensible aux expériences qui existent aujourd'hui pour repenser l'enseignement du latin et du grec autrement. Donc dissocier la structure du lycée bourgeois et dans des expériences notamment en banlieue, où alors se redécouvre la possibilité de ces langues dites mortes, et dont on sait bien qu'elles ont une capacité de formation exemplaire. Et puis ajoute autre chose, le fait qu'on a voulu défaire, déconstruire, on veut dire comme on veut, l'enseignement classique du latin et du grec. C'est-à-dire qu'on n'apprenait plus les conjugaisons, les déclinaisons, enfin bref, le latin vivant, si vous voulez. C'est une monstruosité, parce que c'était au fond renoncer à la vocation formatrice, constructrice dans ces langues, encore une fois, leur rapport qualité-prix, c'est quand même très rentable, n'est-ce pas? C'est même leur aspect principal, plutôt que de donner disons, une impression de culture. Mais ce qui me paraît, si vous voulez, deux remarques que je voudrais faire. D'abord, je ne suis pas persuadé que ce qui fonde notre démocratie aujourd'hui, ce soit la Révolution française. Elle est pas définie comme cela, avec tout ce qui a surgi dans l'histoire. Mais voyez, je suis sensible, notamment en lisant Chateaubriand, à tout ce qui s'est fait en France sur la Restauration, à l'encontre de tout ce que j'avais appris au lycée sur la Restauration, mauvais régime, disons, purement réactionnaire, etc. Chateaubriand montre très bien, Chateaubriand qui est quand même pour la République, mais qui, par fidélité, peut-être aussi bien du sang, n'est-ce pas, fidèle à la royauté, mais ce qu'il montre, c'est comment la représentativité s'est instaurée sous la Restauration. Et qu'au fond, ce régime que vous a présenté comme un régime réactionnaire a été le moment où s'est acclimaté, accommodé en France, quelque chose qui était beaucoup plus courant en Grande-Bretagne, n'est-ce pas? Mais ce régime de la représentativité, avec la Chambre, avec la Charte, avec tout ce qui avait été quand même, qui a fait, je crois, aussi trace de l'histoire française que la fameuse révolution de 80. Bon. À titre de remarque, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas justement, un blocage français à se fixer sur la Révolution française, comme étant ce dont nous venons, l'origine, alors que des moments comme la Restauration, les moments les plus mauvais, la Restauration ou le Second Empire,
Pour moi, c'est une expérience intéressante, puisque le Second Empire était d'abord autoritaire, il a fini libéral. Bon, il y a eu Bismarck, c'est vrai. Mais disons, il y a une évolution qui fait que, au fond, quels sont les moments où nous avons inscrit dans notre histoire quelque chose qui était du libéralisme ou une nécessité libérale, je cite donc, le pire de notre histoire d'après les jugements communs, la restauration du Second Empire. Alors, je suis tout à fait d'accord concernant la crise. Il me semble que la crise est une montagne d'épingles de l'événement et qui donc, transformation, ça je revendique le terme de transformation silencieuse, pour essayer d'être attentif à ce qui chemine discrètement, en silence, dans la durée, de façon processuelle. Par exemple, le Second Empire, c'est une transformation d'un régime autoritaire à une nécessité libérale qui s'est imposée du dedans même situation. Il y a une émanence, si vous voulez, qui s'exprimait là, qui n'a pas été de l'ordre de la décision politique, mais qui fait que quelque chose, finalement, est né en France, qui est la République, au début de la Troisième République, sans événement. Départ de Thiers, penser qu'il est indispensable, on n'est jamais indispensable, non, bon, bref. Mais ce qui me paraît important, c'est qu'au fond, on a là un régime, la régime républicain aujourd'hui, quand même, la Troisième République, qui est né sans événement, qui est né suite à une défaite, et a trouvé sa viabilité. Et ce qui m'importe, c'est justement ces logiques de viabilité de l'histoire qui ne sont pas accrochées à des événements symboliques et, disons, avec tout le sonore dont ils sont crédités ou dont ils se créditent eux-mêmes. Alors, je voudrais revenir aussi sur la décoïncidence comme... pour moi, la décoïncidence, ce n'est pas faire autrement. C'est d'ouvrir un écart dans la situation engagée. Et ça répond à ce que j'évoquais au début, à savoir, si on ne peut plus modéliser, c'est-à-dire, vous l'avez très bien dit, plus d'avenir construit comme ça, qui puisse être crédible. Donc, s'il y a une déficience à l'égard de l'avenir, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, se reporter dans le présent. Et donc, voir ce qui pointe dans le présent. Vous voyez, pour moi, la décoïncidence, c'est justement, parce que quand vous dites au début, est-ce qu'on peut en faire un concept politique? Je veux dire que pour moi, c'est d'abord un concept politique. Et s'il n'y avait pas cette dimension politique au concept, il ne servirait quasiment à rien. On réserverait les deux domaines comme bon, les beaux-arts ou disons un peu de morale. Non, pas ça. C'est un concept qui me paraît d'emblée et foncièrement politique parce que justement, dès lors qu'il n'y a plus d'idéalité qui construise un avenir, la possibilité c'est de revenir au présent, mais sans s'enfermer dans du présentisme, ce qui est la tentation, disons, d'aujourd'hui, mais de voir ce qui est dans le présent, coince, bloque, etc., inversé dans une positivité morte. Et donc il faut s'écarter, il faut fissurer, c'est le terme que j'ai privilégié, fissurer ce qui bloque pour remettre en chantier. Donc vous voyez, possible, ce n'est pas un vœu pieux, c'est remettre en chantier la société, remettre en chantier la pensée. Donc, de la fissuration, quelque chose donc, qui vient travailler, parce qu'en repérant ce qui bloque, comment trouver les points faibles de ce blocage, si je puis dire, et la faire passer le couteau pour ouvrir l'écart et, disons, réengager, remettre en chantier. C'est ça qui me paraît pour être fécond dans la décoïncidence contre le concept politique, quand c'est plus la modélisation, le programme, la projection sur l'avenir qui peut marcher. À cet égard, je ne suis pas sûr que dire le vrai, bon, là aussi, vous invoquez Hannah Arendt et la tradition démocratique grecque. Parole contre parole, les antilogoi et tout ça. Je ne sais pas si c'est de la décoïncidence. Je pense que la décoïncidence ne suffit pas à la parole. En ce sens-là, ce n'est pas, disons, un concept de la démocratie grecque. Ce n'est pas l'idée que le vrai puisse se dire et que, disons, ce soit par l'opposition des dires que la vérité peut apparaître. C'est la grande idée grecque, si vous voulez. C'est que discours contre discours, pour que ce n'est que vis-à-vis des discours opposés que je peux, disons, faire les comptes de la vérité. Discours totalitaire, je ne sais pas s'il est vrai. C'est de lors que le discours rencontre une opposition, il se met à l'épreuve, et donc il peut faire apparaître sa vérité ou sa fausseté. Donc cette scène grecque, c'est ce qui me paraît justement aujourd'hui
être en question, comme la modélisation. Donc le jeu des logos contre logos, est-ce qu'on n'est pas là trop lié à un imaginaire démocratique grec, plus pertinent, parce que justement, de modéliser la cité, entre une politeia, actuellement, la chope. Donc, il me semble donc que ce n'est pas une affaire de parole, que ce n'est pas, et ce n'est pas seulement du rebond. Parce qu'il faut rebond, bon, c'est un mot qui est commode aujourd'hui. Bon, est-ce qu'on peut rebondir? Est-ce que c'est français qui peut rebondir? Ben, ce n'est pas du rebond. Mais encore, c'est un imaginaire, si vous voulez, alors qui fait peut-être suite à la notion d'épuisement, mais fissurer ce petit bloc, ouvrir un écart, et donc sortir des possibles qui se sont enlisés pour en faire émerger d'autres, ça ne me paraît pas, si vous voulez, cette dynamique du rebond qui serait, disons, un peu invoquée de façon un peu vite. Dans le même sens, alors pourquoi moi je me revendique des coïncidences? C'est que c'est un concept de terrain. Chacun là où il est. Chacun là où il est peut fissurer. Et il me semble aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a des choses qui tiennent à la société, c'est le lien notamment. Une vie de famille sans doute. Moi, il y a un lien auquel je tiens beaucoup, c'est l'association. Je pense qu'une chose qui marque dans la société en France, c'est l'association. D'où une association des coïncidences. C'est qu'il me semble qu'il y a quelque chose là qui est vecteur de, voilà, de quelque chose qui n'est pas projeté, qui n'est pas un vœu pieux, qui est quelque chose que les gens font parce qu'ils veulent le faire là où ils sont. Donc, ce qui me paraît important, si vous voulez, dans le concept de décoïncidence, c'est ce concept de terrain. Chacun là où il est, allez à l'échelon où il est. Il n'est pas hiérarchique. Il n'est pas hiérarchique, c'est-à-dire qu'on ne va pas classer des décoïncidences supérieures ou plus importantes que d'autres. Au fond, chacun est là où il est, essaie de débloquer là où ça coince. Encore une fois, le concept de terrain signifie que c'est. Alors, avec cet atout à mes yeux qui est important, c'est que la décoïncidence ne se modélise pas, ne se programme pas. Ce n'est effectivement pas une méthode, ce n'est pas non plus une recette, mais c'est quelque chose qui, d'emblée, opère. Si peu qu'on décoïncide, on produit possible. Alors, on va plus ou moins dans la décoïncidence. Alors qu'on décoïncide, et vu de ce fait même, ça, disons, oui, on dit possible, ou bien au travail, la société. Donc, ça passe que par le rapport théorie-pratique, qui est le grand rapport sur lequel le pensée, le politique. Bon, pour vous dire que je trouve ce débat important, et que, disons, la validité du concept de décoïncidence en politique, on m'a posé la question de la validité de ce concept en général. Car s'il n'avait pas un intérêt proprement politique, directement politique, c'est-à-dire pas non plus par rapport théorie-pratique, souvent on me dit, mais quelle est la pratique de la décoïncidence? Il n'y en a pas, puisqu'il n'y a pas de théorie. Il y a quelque chose qui est d'emblée effectif. Donc l'effectuation distincte de la modélisation, qui elle suppose théorie pratique, celle qui paraît, disons, pouvoir être un concept actif dans le domaine politique. Bon, cela me paraît. Alors, je suis un peu aussi, parce que je fais partie de Dialogue à debout ce soir. Quand vous dites du côté en France, tout est à reprendre. Je ne sais pas si le tout à reprendre est négatif. C'est à reprendre. Mais voyez, on a écrit en 89 une constitution qu'on a cessé de réécrire. 93, 95, c'est le niveau de l'ONU, enfin bon, mais le à reprendre signifie qu'il y a quelque chose qui fait souche. Et puis ce qui fait souche, ben, ça travaille l'histoire et donc ça passe facilement. Et donc il faut reprendre. Et moi, le fait que ce soit à reprendre, je vais entrer dans la logique de faire travailler la situation. Donc être à l'épreuve du possible et de ce qui donc bloque ce possible et qui peut être. Donc le à reprendre va plutôt pour moi avec la campagne. Et la reprise, c'est un concept auquel je tiens beaucoup parce que ce n'est pas la réforme, ce n'est pas la révolution, c'est autre chose, et c'est surtout la répétition. Reprendre, ça signifie qu'on peut faire mieux. Si je me reprends, c'est que je me dis qu'au fond, j'ai fait ça, je peux mieux faire, et en me décalant, en ouvrant un écart justement, par rapport à ce qui s'est fait, je peux reprendre. Et la reprise, c'est une initiative réactive. Reprendre me paraît au fond, alors c'est modeste, c'est vrai, c'est que la décoïncidence, c'est pas du tonitruant,
Simplement, reprendre, il paraît un mode intéressant de l'histoire, dans la vie personnelle, dans la vie publique. Reprise, c'est la répétition, ça suppose un décalage, ça suppose un écart. Il fait que du temps est passé, il fait que quelque chose a cheminé. Et donc, une initiative peut à nouveau émerger et travailler. Donc, c'est quand vous dites, bon, en Allemagne, en Angleterre, les choses, quand même, ont eu leur stabilité, etc. Bon, en France, on est toujours en train de retravailler notre affaire de comment on fait de la démocratie. Ça me paraît plutôt bon signe. Le fait que ça échappe à une logique d'ordre, un peu comme ça, qu'elle soit stabilisée, une sorte de positivité morte, et que ça fasse apparaître, non pas un négatif qui serait comme ça d'opposition, et c'est ce qui me paraît important, à mes yeux, dans des coïncidences, c'est que coïncider, ce n'est pas renversé. Donc, ce n'est pas la révolution. La révolution, on sait qu'elle ne marche plus aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il ne faut pas trouver des modes, justement, d'écart et donc de remise en chantier, de reprise, justement, qui ne soit pas ce à quoi on est resté accroché pour penser politique en Europe, surtout en France, à savoir la révolution. Et vous l'avez bien dit, et les autres, ce n'est pas de la révolution. Ce n'était pas révolutionnarisant, c'est de la révolte. Et comment donc cette révolte peut être source avoir une fécondité sans qu'elle s'inscrive dans un schéma de renversement, la grande dramatisation historique à laquelle la France est si attachée. Et qui oui, alors quand vous dites tout le monde est gaulien, oui, c'est vrai, gaulien, gaulliste, cela dit par rapport à ce que vous avez évoqué comme démocratie active aujourd'hui, pour la proportionnelle, enfin, ce que symbolise quand même beaucoup le gaullisme, je crois que c'est non proportionnel. C'est qu'en fait, on ne peut pas. Je veux dire, Oui, et on se blinde de gaullisme pour pousser la proportionnelle. C'est la quatrième, enfin le fait qu'on ne sait pas qui gouverne, que les gouvernements sont toujours démissionnaires au moment les plus tragiques, comme en 1936, n'est-ce pas? Avec l'occupation de la Ruhr, bon, Paris, c'était la démission du gouvernement. Donc, personne ne peut réagir. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui a c'est la question publique. C'est ça qui est même l'individualisme. Ça veut dire on met fin à ça. Et donc, la question de la proportionnelle, bien sûr, ça paraît plus démocratique parce qu'on serait tous en train de faire notre propre parti. Mais je crois que, et là, c'est différent avec l'Allemagne, l'Angleterre, enfin avec d'autres histoires, même si elles sont parallèles, c'est qu'on a vécu quelque chose qui a été c'est un épuisement, mais une faiblesse, disons, dramatique, qui a été l'avant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, l'incapacité à vivre politique dans la France et, disons, à répondre à des dangers. Bon, tout le monde savait ce qui arrivait. Simplement, je crois que l'action internationale, c'est pas seulement. Si c'est la résienne, si vous dites, c'est parce que ça nous fait plaisir de faire. Mais il y a une réalité historique qui fait que, à la différence d'autres démocraties, la démocratie européenne, ça pose, il y a un passé massif dans cette affaire pour nous, Français. Et je crois que ce qui fait le support du gaullisme, c'est quand même, c'est par rapport à cette période-là. Donc, pour résumer, je dirais, à mes yeux, les coïncidences, c'est beaucoup plus précis que de faire autrement, ou que de dire enfin les choses, ou que de pratiquer du rebond. C'est quand même quelque chose qui n'est pas une parce que c'est en situation, toujours en situation. Mais c'est une attention à ce qui bloque, chacun là où il est, et donc à la capacité de retrouver l'initiative. Parce que pour la démocratie, c'est ça. C'est nous promouvoir en sujet démocratique. Et donc, qu'est-ce qui fait un sujet? C'est une initiative. Être au début de quelque chose cognitium. Pouvoir avoir de nouveau prise. Quand on dit reprise, n'est-ce pas? Reprendre une prise qui fasse que quelque chose puisse à nouveau cheminer et soit viable. J'insiste sur ce viable parce qu'au fond, on décrit l'histoire beaucoup trop sur le mode de l'action, sur le mode théâtral, en fait. Pas mal, etc. Sous la figure de la catastrophe. Important, peut-être c'est un peu mon côté chinois, c'est le viable. Par où ça passe? Par où du possible passe? Et la viabilité me paraît
disons, une dimension d'histoire qui est à considérer par rapport au passé et par rapport à l'avenir. Et donc, que ça puisse cheminer et que la voie du passage se trouve progressivement, se trouve comme ça. Et donc, une logique d'immanence que la viabilité se trouve. Et à ce sens-là, la reprise me paraîtra, disons, dans l'ordre d'un tentative qui cesse de se relancer, de se réfléchir, de se réactiver, de se décaler. C'est quoi c'est? Merci beaucoup, ce Locobatet. J'ai un point essentiel, c'est le rapport à la parole. Et effectivement, si décoïncider voilà, ce mais donne lieu à une initiative, dans le champ politique, toute initiative plus ou moins hanchée, accordée à une idéalité, transite par parole. C'est là où, c'est peut-être là où je sais pas, parce qu'à la fois traiter le sujet et traiter les décroissances, mais jusqu'où, dans le champ politique, toute initiative, à un moment, passe par une prise de parole et donc une entrée dans la sphère publique pour dire quelque chose et pas incarner, je sais pas dans le mais dire l'initiative, voilà, on va augmenter les taxes, on va soutenir les Ukrainiens, mais en tout cas, on dit quelque chose articulé à un constat et à une action. Et c'est vrai que voilà, comment l'initiative peut, en politique, dans le champ politique, ne peut pas ne pas déboucher sur une prise de parole. Mais quel est le rôle de la parole dans ce cas-là? Où intervient le logos? Est-ce que c'est lui qui crée la voix? Ou est-ce que lui qui marque comme indice de possibilité? Donc, l'affleurement sonore, ce que j'appelle transformation silencieuse. Donc, il y a un moment où ça se met en parole ou en opposition de parole, je comprends bien, mais est-ce que c'est ça le moteur? Est-ce que c'est pas, disons, encore un peu théâtral que de penser que ce soit la parole qui, disons, dégage cet effet? Où ça se passe effectivement? Est-ce qu'il y a un moment où ça passe par la parole? Pourquoi pas? Mais est-ce que c'est ça qui est déterminant? Je n'en suis pas sûr. Pourtant, j'aime bien les Grecs, hein, mais je me demande si notre scène, justement, n'est pas trop théâtralisée. Parce qu'au fond, la parole qui tranche, théâtrale, c'est le théâtre grec. Hein. Avant la démocratie même, n'est-ce pas? C'est cette mise en scène, l'opposition, des gens qui se font face, des gens qui, comme ça, vont trancher un débat sur le type accordélien, n'est-ce pas? C'est ça qui... Est-ce que cette scène-là est vraiment... Est-ce que c'est pas ça qui patine aujourd'hui? Est-ce que c'est pas ça qui est, en fait, n'est plus la réalité dans la façon dont il y a gestation des possibles dans notre histoire? Ça, j'en suis pas sûr. Je me demande si... Alors, vous avez cité à la Haine, bien sûr, mais est-ce que c'est... est-ce qu'on n'est pas dans un schéma qui est plus de représentation que, disons, d'attention à ce qui, comment les choses s'effectuent? Effectivement, tout ce registre-là, il ne passe plus par la représentation de la même façon que quand on parle et qu'on a... Parce qu'il me semble que notre initiative de l'histoire n'est pas beaucoup d'initiative de parole. Si je prends un exemple, le nom du 18 juin, n'est-ce pas? Bon, ça, c'est le Gaulien par excellence. Hein. Et c'est pas ça qui a fait l'histoire. Parce que ce 18 juin, personne n'a entendu ce discours, disons, voilà, épique, n'est-ce pas? Pour moi, ce qu'a fait De Gaulle, c'est qu'il a décoïncidé. Il a décoïncidé, disons, par rapport à la situation dans laquelle il était bloqué. S'il restait en France, on jugé, bien mort, etc. Il n'a plus de potentiel de situation en France. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit un écart. Il va à Londres. Peut-être à Londres, ça ne marchera pas. Il est il est possible successif. Mais disons, c'est de dire ici, c'est bloqué, ça bloque. Donc, je vais ouvrir un écart. Vous voyez, les deux concepts marchent ensemble, n'est-ce pas? Ouvrir un écart pour retrouver ailleurs du possible. Modeste, bien sûr. Chaque fois, ce possible qui renaît, il est tout modeste. Bon, gestation. Mais disons, justement, le cheminement de Gaulle entre 40 et 44, ben voilà, il potentialise, il est dans l'effectif, et quand il rentre en 44, il a le pouvoir, en fait. Donc, est-ce qu'on ne voit pas trop le 18 juin comme un discours qu'on a placardé partout,
force de symbole, force épique. C'est aussi actif dans l'histoire, l'épique. Simplement, est-ce qu'il n'a pas fait autre chose qui a porté, n'est-ce pas, et qui a rendu fiable son initiative disons, pour débloquer ce qui était terriblement coincé quand même en juin 40.